Ravie de ce moment d'échange avec vous et de pouvoir présenter, au moins dans les grandes lignes, les orientations de la liste que je représente, Strasbourg écologiste et citoyenne. Donc peut-être un mot au départ pour me présenter et parler de mon parcours qui nous permettra ensuite de venir doucement au sujet qui nous intéresse. Donc je suis Jeanne Barséguian, je suis éco-conseillère de profession, donc conseillère en environnement et développement durable. Et je suis arrivée à Strasbourg en 2002, à la fin de mes études franco-allemandes, pour me spécialiser en droit de l'environnement. Et je n'ai plus jamais quitté Strasbourg, puisque j'y ai terminé mes études et surtout j'ai commencé à y travailler. Donc un parcours universitaire franco-allemand en droit, une profession d'éco-conseillère dans l'accompagnement de projets, et notamment de projets européens. On pourra y revenir. Pendant plusieurs années, j'ai coordonné un réseau franco-allemand de structures le long de la bande rhénane, dans le domaine du tourisme durable, pour valoriser en fait le patrimoine naturel et culturel des bords du Rhin. Je suis consultante, donc j'accompagne des entreprises, des organisations dans leur démarche de transition écologique, plan climat, agenda 21. On peut parler de responsabilité sociétale des entreprises. Et j'enseigne également auprès de jeunes ingénieurs en alternance dans différents organismes de formation sur ces différents sujets. Je suis venue à la politique en 2013 pour m'engager pour ma ville, pour Strasbourg, à l'époque sur la liste d'Alain Riboud, donc en 2014, et j'ai été élue en 2014 conseillère municipale et conseillère de l'Eurométropole. Et j'ai exercé 2 délégations sur l'économie sociale et solidaire et la réduction des déchets. Je siège depuis 2014 au conseil de l'Eurodistrict. Donc un engagement franco-allemand et européen, un engagement écologique et un engagement politique depuis plus de 6 ans. Aujourd'hui, donc, je suis tête de liste pour Strasbourg écologiste et citoyenne, candidate à la mairie. Je conduis cette liste de rassemblement qui réunit des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience politique, mais qui par contre sont engagées professionnellement dans un certain nombre de réseaux. Et je crois que l'une de nos spécificités, c'est cet ancrage dans la vie active. Deuxième volet autour de la réponse aux défis sociaux, puisque la ville de Strasbourg connaît encore de grandes inégalités sociales et territoriales. Et puis c'est ce grand défi démocratique qui est devant nous, qui est un besoin, je dirais, de réinsuffler une envie de participer à la vie de la cité, de se sentir partie prenante dans la fabrique de la ville, et donc de rétablir un lien de confiance entre les citoyens et les institutions, je dirais plus largement entre tous les acteurs qui font la ville et leurs représentants. Quand on arrive aussi à s'appuyer sur les magnifiques initiatives qui existent dans notre ville, qu'elles soient économiques, qu'elles soient associatives, eh bien je suis convaincue qu'on peut y faire de grandes choses. Notre projet, c'est à la fois la vie au quotidien, donc ce bouclier écologique et social, c'est préparer l'avenir, donc anticiper ces grandes mutations, créer aussi les emplois de demain. Et puis c'est le fait de recréer du lien et d'inscrire notre territoire dans une logique non plus de compétition, mais de coopération. Coopération entre les acteurs dans la ville, coopération entre les quartiers à Strasbourg, coopération entre les communes de l'Eurométropole, coopération entre notre agglomération, notre territoire métropolitain et les autres territoires qui l'entourent. Moi, je vois toujours Strasbourg non pas comme un îlot qui serait isolé dans son coin, mais comme un espace qui rayonne au sein d'une collectivité européenne d'Alsace, au sein d'une région Grand Est, au sein d'un eurodistrict Strasbourg-Ortenau, et bien sûr au sein de cette grande région rhénane du Rhin supérieur. Et Strasbourg, capitale européenne, siège des institutions, siège du Parlement européen, a aussi, je pense, la responsabilité de montrer la voie, d'être exemplaire, de pouvoir être chef de file du bien vivre demain dans les grandes villes européennes. Et je souhaite, pour ma part, pouvoir travailler à renforcer la coopération entre les grandes métropoles européennes.
Plusieurs cadres aujourd'hui qui existent, effectivement, de réseaux de villes européennes, mais dans le cadre de projets européens, on peut continuer à travailler les coopérations avec de nouvelles villes. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé pendant ce mandat sur un projet, sur un programme européen Urbact, donc, qui est justement un programme de coopération entre les villes européennes. Ce projet était dédié à l'innovation sociale et j'ai pu travailler dans ce cadre avec 10 villes européennes. Donc pour la France, c'était Paris et Strasbourg, mais nous avons travaillé avec des villes polonaises, dont la ville de Gdansk. Nous avons travaillé avec Milan et Turin. Nous avons travaillé avec Braga, avec Barcelone. Et donc c'était assez fabuleux de faire des échanges de bonnes pratiques sur notamment les questions de démocratie locale. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse étendre ces réseaux de coopération. Je disais, c'est que Strasbourg puisse montrer la voie de la transition de demain et puisse devenir la capitale européenne de la transition écologique, solidaire et démocratique. Je pense que ça signifie de conforter déjà notre vocation européenne. Et au-delà des réseaux que je pouvais évoquer, il y a bien sûr le fait de conforter le rôle de Strasbourg comme siège du Parlement européen, et je le souhaite comme siège unique du Parlement européen. On sait que c'est une bataille, on sait que c'est un combat, et que ça signifie y travailler collectivement au plus haut niveau, avec l'État. Il faudra le faire avec la région, il faudra peut-être le faire aussi avec nos autres partenaires outre-Rhin. Je pense que ça doit être une défense globale du siège unique du Parlement européen à Strasbourg. On a vu là, ces derniers jours, qu'il suffisait d'une épidémie pour faire annuler une session parlementaire dans notre ville à Strasbourg. Session qui, par contre, n'a pas été annulée à Bruxelles et qui se tient là-bas. Donc effectivement, c'est un point pour moi d'inquiétude et de grande vigilance, puisque les traités nous disent bien que les sessions parlementaires doivent se tenir à Strasbourg. J'ai toujours été favorable à l'accueil d'activités du Parlement européen à Strasbourg en dehors des sessions, avec notamment les 30 000 m² Osmos, qui a vocation à accueillir des activités du Parlement européen à Strasbourg. Effectivement, se pose la question de la réfection de ce grand bâtiment à Bruxelles, qu'on appelle le caprice des dieux, qui connaît un certain nombre de malfaçons, et qui, du coup, alors il y a deux manières d'envisager les choses. Soit on se dit que cette réfection, c'est un risque supplémentaire pour Strasbourg, soit on se dit que c'est justement une opportunité, et une opportunité de pouvoir accueillir un certain nombre d'activités. Donc moi, c'est la position que je porte. Je pense que si nous avons justement pris et anticipé l'accueil d'activités parlementaires en créant ces 30 000 m², c'est bien maintenant pour aller plus loin. Il y a un certain nombre de rapports qui ont été faits et qui montrent que certaines activités pourraient éventuellement être transférées. Je crois à la vertu de l'expérimentation. Je pense que c'est en montrant en fait aux députés européens et à leurs équipes la réalité du travail qui peut être fait à Strasbourg que nous pourrons avancer concrètement. Je proposerais qu'on puisse avoir des expérimentations dès que ce bâtiment sera opérationnel. Mais par ailleurs, je pense que nous devons continuer et poursuivre le lobbying. Il y avait une task force réunissant l'ensemble des autorités, et c'est une très bonne chose en disant qu'il faut jouer collectif. La défense du siège unique du Parlement européen à Strasbourg doit passer par cette bataille collective. Ce qui fait la force de l'Europe de Strasbourg, c'est qu'elle représente et elle incarne la démocratie européenne. Et je pense que, et c'est là que la ville peut avoir des leviers, je pense que par des actions d'implication supplémentaire des citoyens, on pourrait davantage travailler en synergie, y compris pour les politiques publiques municipales. C'est-à-dire que ce ne soit pas porté que par les institutions, mais bien par les citoyens et les citoyennes. Parce que ce qu'ont prévu les traités, et si Strasbourg est le siège du Parlement européen, c'est bien pour marquer cette séparation des pouvoirs. Nous avons la chance
d'être une ville rhénane, d'être un laboratoire de l'Europe au quotidien. Et je pense que c'est en renforçant les actions d'éducation à la citoyenneté européenne, mais aussi quelque part de formation aux enjeux européens, que nous pourrons également renforcer cette vocation. Je m'explique. Il y a chaque mois dans notre ville des débats qui se tiennent au Parlement européen. On pourrait avoir l'impression que c'est complètement déconnecté de la vie quotidienne des citoyens et des citoyennes, alors qu'en fait ça va impacter leur quotidien. Quand l'Europe conclut des traités de libre-échange, par exemple, ça va avoir un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens et des citoyennes, en matière d'alimentation, en matière de standards sanitaires ou environnementaux. Donc ça a des impacts. Et donc moi ce que je souhaite, c'est qu'on puisse amener ce débat démocratique, et je me suis d'ores et déjà engagée à ce que chaque mois, dans notre ville, il puisse y avoir, et que la ville puisse accueillir en son sein, en salle des conseils par exemple, un grand débat avec des parlementaires, avec des experts européens, un débat public ouvert à toutes et à tous, qui puisse expliquer, faire œuvre de pédagogie, je sais que c'est quelque chose aussi qui vous tient beaucoup à cœur, de faire de la pédagogie sur ces enjeux et de permettre à nos habitantes et à nos habitants de s'emparer de ces questions européennes. Je dis ça parce que vous me parliez des lobbyistes, et moi je crois à la force de la participation citoyenne et à la force de cette démocratie européenne que nous devons incarner. Tout en général, j'ai parlé du marché de Noël, j'ai parlé des commerçants, j'ai parlé de la pollution, tous les matins, les bouchons qu'il y a. Prochainement, il y aura la nouvelle autoroute. Est-ce que tous les camions passeront par là ? Tout à l'heure, je disais que je souhaitais que Strasbourg puisse montrer la voie et être chef de file en Europe sur les questions de transition écologique, solidaire et démocratique. Donc ça passe par des projets très concrets et qui vont permettre justement notamment de lutter contre la pollution de l'air. D'ailleurs, on peut faire le lien entre la pollution de l'air et l'Europe, puisque Strasbourg fait partie des villes qui sont épinglées par l'Union européenne à cause des dépassements des seuils de polluants dans l'air, et que du coup on doit payer un certain nombre d'amendes à l'Europe de ce fait. Donc je dirais pour des raisons évidemment sanitaires, de santé publique, mais aussi pour des raisons financières, on a vraiment intérêt à réduire drastiquement cette pollution de l'air. Il faut savoir qu'elle a plutôt tendance, même si le ressenti est différent, elle a plutôt tendance à se réduire ces dernières années, mais elle est encore loin des seuils que préconise l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et donc on a un travail de fond à faire. Vous évoquez le cas de l'avenue du Rhin. C'est intéressant parce que là aussi on peut faire le lien à l'Europe, puisque c'est un axe aujourd'hui de transit majeur, mais c'est aussi un axe dans une ville qui connaît l'émergence de nouveaux quartiers, de nouvelles activités, de logements, etc. Donc moi quand je dis que Strasbourg se doit d'être exemplaire, ça veut dire travailler, on peut parler de l'avenue du Rhin, un vrai travail de fond à mener, alors qui ne va pas se faire d'un claquement de doigts, mais on a des choses concrètes à faire. Si on souhaite qu'à terme, cette voie puisse être transformée en une voie plus apaisée, de réduire, là aujourd'hui on est sur un 2 fois 2 voies, qu'on puisse passer à 2 fois 1 voie dans quelques années, ça va demander de réduire le trafic. Et pour réduire ce trafic, il y a plusieurs leviers. Il y a évidemment le fait de renforcer les contrôles des poids lourds de transit sur l'avenue du Rhin. Ça, c'est évidemment un premier levier. Mais malheureusement, la majorité du trafic sur cette avenue, ce ne sont pas des camions de transit. Il y en a, mais ça représente, je crois, 15-17%. Donc, c'est une partie, mais il faut s'en occuper. Donc, renforcer les contrôles. Ensuite, ce sont des camions aussi, mais cette fois qui rayonnent sur le périmètre de l'Eurométropole ou qui ne vont finalement pas très très loin, à 1 heure de distance, on va dire, de l'agglomération, et qui viennent du port, des entreprises du port, et qui desservent en fait, qui vont desservir notre territoire et les territoires environnants en marchandises. Donc quelque part, c'est une bonne chose d'avoir un port qui, j'allais dire, nous alimente en matières premières et en marchandises. Mais la question qui se pose, c'est celle de la pollution. Donc moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir travailler main dans la main avec les entreprises de la zone portuaire, qui déjà aujourd'hui s'organisent d'ailleurs pour inventer des solutions innovantes en matière de logistique
j'allais dire, de solutions logistiques d'avenir, donc de solutions logistiques plus propres. Donc il y a des choses aujourd'hui qui se développent, il y a des synergies, des mutualisations entre les entreprises pour limiter les déplacements. Il y a aussi des réflexions sur des centres de distribution mutualisés, des centres de logistique urbaine qui permettront de massifier à certains endroits et ensuite d'aller livrer ou desservir les entreprises ou les commerces grâce à des solutions plus propres. Il y a même aujourd'hui, ce sont des vélos palettes qui transportent en fait des palettes entières et qui peuvent sur des petites distances, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre, livrer des entreprises de manière propre. Donc ça se travaillera avec le monde économique, avec la CCI, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et moi, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner justement le développement de ces transitions. Sur l'avenue du Rhin, il y a évidemment ce qu'on appelle les déplacements pendulaires, donc les déplacements domicile-travail des personnes qui parfois se retrouvent seules dans leur voiture le matin. Et là, notre responsabilité en tant que collectivité, c'est de pouvoir proposer une offre alternative de transport collectif ou de mobilité active qui soit efficace. Là aussi, les grandes zones d'activité, elles sont preneuses de plans de mobilité pour peu que les infrastructures existent et qu'elles puissent proposer des alternatives crédibles et efficaces à leurs salariés. Donc là, c'est tout un travail autour de l'interconnexion des gares qui existent sur le territoire, des 13 gares TER, le renforcement du réseau CTS, mais aussi le développement du réseau express cyclable, puisque pour relier les différentes communes de l'Eurométropole, on peut aussi travailler sur ce volet. Donc juste pour finir là-dessus, être capitale européenne du mieux vivre et de la transition, c'est aussi coopérer avec Stuttgart, avec Karlsruhe, avec Freiburg, avec Basel, sur justement les solutions innovantes qui peuvent exister en matière de mobilité et de mieux vivre. Alors il y a une transition toute trouvée pour parler de la grande région métropolitaine du Rhin supérieur, Live Valley. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet ? Oui, ça va tout à fait dans le sens de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire d'abord une coopération renforcée entre les villes rhénanes, entre les villes du Rhin supérieur. Moi je pense que c'est une échelle intéressante. Encore une fois, j'ai travaillé à cette échelle pendant plusieurs années au niveau professionnel, dans le cadre de projets Interreg, donc j'ai piloté des projets Interreg. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça j'ai oublié de le dire, je le dis maintenant, j'ai aussi une autre casquette où j'interviens dans le cadre d'un autre projet Interreg sur l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap de part et d'autre du Rhin. Et donc là, je travaille avec différentes entreprises sociales françaises et allemandes, ainsi qu'avec les CCI et Industrie et Handelskammer. Et donc l'idée, c'est de faciliter les passerelles de part et d'autre du Rhin, notamment sur les compétences, c'est-à-dire quand on a une expérience professionnelle en France, de pouvoir la faire valoir en Allemagne et inversement, enrichir son CV de l'expérience en Allemagne pour pouvoir ensuite revenir travailler côté français. Donc des passerelles, elles existent. Le projet Live Valley, moi je pense que c'est une idée assez formidable qui va lier la coopération à une échelle transfrontalière aux questions que je viens d'évoquer qui sont finalement les questions du mieux vivre demain, donc la santé, le bien-être des populations, l'amélioration en matière de recherche. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas évoqué, je voulais le dire tout à l'heure, on a quand même la chance d'avoir un campus européen, une université européenne, avec des coopérations entre les différentes universités du Rhin supérieur, voire même au-delà d'ailleurs, parce qu'il y a même un projet qui va au-delà avec Vienne notamment. Donc bien sûr, ce sont là aussi des ressources. Appuyons-nous sur ces recherches et ces expertises, elles peuvent aussi enrichir nos politiques publiques. Donc moi, je suis tout à fait favorable à tous les projets qui vont dans le sens de ces coopérations d'avenir. On a parlé des transports. Strasbourg est une ville qui, quand même, depuis quelques décennies, a fait des efforts énormes en développant le tram et le vélo. Est-ce qu'on peut continuer à développer le réseau tram parce qu'il relierait la gare aux institutions européennes et plus loin? Une espèce d'hiatus entre la conscience de la population strasbourgeoise et la réalité des institutions européennes qui se trouvent dans notre ville. Nous avons été nombreux, Henri Mathian et d'autres, la Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace, la MESA et d'autres. Et la ville a contribué à la création du lieu d'Europe, qui est un des éléments pour permettre une meilleure participation des citoyens.
J'avais proposé à des collaborateurs de votre liste de s'intéresser aussi à des engagements qui ont été développés par la plateforme Sauvons l'Europe. Sur la question des transports, je termine là-dessus rapidement. Donc, on peut encore et on doit encore développer le réseau de tram. Le BHNS, donc le bus à haut niveau de service, peut aussi avoir sa pertinence. Mais vous évoquez le nord de l'agglomération. Aujourd'hui, très clairement, on manque d'un tram qui va desservir l'Eurométropole Nord, donc Schiltigheim, Bischheim, Eunheim. Ce sont des zones très densément peuplées sur lesquelles il faut absolument avoir une ligne de transport efficace. Et pour le pratiquer de temps en temps, le bus qui existe est aujourd'hui insuffisant. Et je pense qu'on peut lier ça à la réflexion entre la gare, effectivement, le quartier européen, et ensuite le nord de l'agglomération. Donc ça fait partie effectivement, à mon avis, des lignes prioritaires. L'extension aussi vers l'ouest, donc on a un tram qui démarre là, vers Königshofen, il faut évidemment le poursuivre. On parlait du tram vers Kehl. J'étais avec le maire de Kehl, Tony Vetrano, la semaine dernière, où nous avons évoqué la question du cadencement, en fait, puisqu'aujourd'hui, pour aller à Kehl, en fait, c'est un tram sur 2, sinon ça s'arrête au port du Rhin. Donc il faut attendre parfois 15 minutes, parfois même 30 minutes. Donc là-dessus, très clairement, il y aura un travail en partenariat entre la ville de Kehl et la ville de Strasbourg à remettre à plat pour essayer d'améliorer ce cadencement. Donc moi j'ai signé en tout cas plusieurs engagements. J'ai signé tous les engagements pour la ville, le label ville européenne. Donc je ne sais pas si c'est celui-là que vous évoquez. C'est très bien aussi. Et l'autre, alors là je l'ai pas sous les yeux, donc c'est possible que j'ai confondu, mais j'ai dû signer également la plateforme Sauvons l'Europe que vous évoquez. Et vous avez raison de dire qu'on doit s'appuyer sur les acteurs qui existent et qui s'engagent déjà aujourd'hui. Le lieu d'Europe que vous évoquez, évidemment, c'est un endroit qui permet justement d'ouvrir la question de l'Europe sur la ville. Moi, je souhaite qu'il soit encore plus ouvert sur la ville demain. L'extension qui a été votée l'année dernière permettra, d'agrandir les ambitions, mais aussi les projets et les réalisations. S'appuyer sur l'existant et s'appuyer sur les acteurs, sur les associations, sur les institutions qui déjà travaillent sur ces questions. Il ne s'agit pas de repartir de zéro ou de faire fi du passé. Je pense aussi, ça je ne l'ai pas dit, que la question européenne, au niveau de la ville de Strasbourg, elle ne doit pas être traitée comme une thématique, mais de manière transversale dans l'ensemble de nos politiques publiques. Et je pense que ça nous donnera là aussi une autre approche de ce portage européen dans notre politique de l'enseignement et de la recherche, dans notre politique économique, dans notre politique des transports que vous évoquiez, dans notre politique de démocratie locale, etc. L'éducation, évidemment. Est-ce que vous allez modifier un petit peu la répartition des efforts qui sont consentis pour le renforcement européen de Strasbourg par rapport à ce qui est fait aujourd'hui dans le contrat triennal? Déjà, je souhaite que, en tout cas, ce contrat triennal, non seulement il perdure, mais il puisse se renforcer, parce que c'est quand même une des conventions qui permet d'apporter des fonds importants sur les différentes thématiques qu'on vient d'évoquer, donc de conforter cette vocation européenne de Strasbourg. Il y a effectivement différents volets. Donc moi, je souhaite qu'on puisse continuer de travailler sur l'accessibilité et les mobilités. Évidemment, je souhaite que ce volet-là prenne en compte les enjeux du XXIe siècle que j'évoquais, c'est-à-dire que le plus possible, l'accessibilité et les mobilités de Strasbourg soient des mobilités qui vont dans le sens du plan climat de l'Eurométropole, aillent dans le sens des accords de Paris, hein, c'est-à-dire que s'inscrivent le plus possible dans la lutte contre la pollution de l'air et contre les dérèglements climatiques. Ceci étant, je souhaite qu'au maximum, on puisse promouvoir les solutions ferroviaires, qu'on puisse les renforcer pour avoir des solutions qui soient attractives de ce point de vue-là. Et ensuite, puisque vous évoquez la question aéroportuaire, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on travaille davantage en complémentarité avec des liaisons ferroviaires qui permettent de raccrocher les différents aéroports
du Rhin supérieur, mais même au-delà, hein, puisqu'on a un certain nombre d'aéroports internationaux qui sont dans un rayon de 2 heures de Strasbourg. Donc on puisse travailler davantage dans la complémentarité, plutôt, j'allais dire, que dans le soutien de l'aéroport d'Ensheim sous la forme où c'est fait aujourd'hui. Donc il y a un volet en tout cas sur l'accessibilité, les mobilités à renforcer, mais en intégrant les enjeux du XXIe siècle. Il y a tout ce qui est démocratie et droits de l'homme, donc qui fait partie des choses qu'on porte fortement avec ma liste sur la lutte contre les inégalités. Il y a le volet que j'évoquais sur le campus européen et donc le soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche et à ces coopérations entre les universités européennes et du Rhin supérieur. Et puis sur la question du rayonnement culturel, je pense qu'on peut aussi aller plus loin, notamment peut-être sur le volet musical à une échelle européenne. J'aimerais que la ville de Strasbourg soit un peu plus ferme sur le siège de tout ce qui est législatif. Toutes les commissions parlementaires soient à Strasbourg. Oui, ce doit être un engagement de la municipalité et en tant que maire, je m'y emploierai de tout mon cœur et de toutes mes forces. Mais comme je le disais, ce doit être porté au plus haut niveau, ce doit être porté par la France, ce doit être porté par le chef de l'État. Ça ne fait pas consensus au sein du Parlement européen, moi j'en ai conscience. Que tout ce qui renforcera l'appropriation par les citoyens et les citoyennes de cette question européenne, tout ce qui facilitera la participation citoyenne dans ces débats, renforcera la démocratie européenne et de fait renforcera le rôle du Parlement européen, parce que c'est de ça qu'on est en train de parler quand on parle de lobby, quand on parle de la Commission. Finalement, on parle aussi de la question de la séparation des pouvoirs que vous évoquiez et du poids réel de la démocratie européenne. Et donc, je pense que c'est le rôle de Strasbourg. Le rôle de Strasbourg est d'incarner cette démocratie et cette participation citoyenne, notamment sur ces débats. Tout à l'heure, je donnais comme exemple les traités de libre-échange, mais on pourrait en citer plein. On a eu quand même les débats sur la PAC, la politique agricole commune. C'est des enjeux énormes pour notre alimentation, pour nos territoires demain, pour l'aménagement du territoire, pour l'avenir des paysans dans nos pays et dans nos régions. Donc ce sont des sujets absolument fondamentaux qui touchent à notre quotidien. Moi, je suis tout à fait en phase avec ce que vous prônez, c'est-à-dire des débats citoyens préalables qui permettent à tout un chacun de participer. Et comme je le disais, je souhaite que la ville de Strasbourg, mais en emmenant, si possible, les autres villes européennes avec lesquelles nous travaillons en réseau ou en coopération, que nous puissions susciter et même organiser, faciliter ces débats citoyens qui permettront d'irriguer le débat démocratique européen. Ici, faire sentir que nous sommes dans une capitale qui n'est pas banale, c'est-à-dire donner des signes sur les places publiques, à la gare. Comment créer une euro-région? Strasbourg est la métropole et Karlsruhe est l'eurodistrict. Là, il y a quelque chose à construire ensemble. Et nous, en fait, nous sommes une eurométropole. Nous sommes même la seule eurométropole qui a ce nom. C'est quoi finalement le euro de cette métropole? Aujourd'hui, je pense qu'on peut en tout cas aller plus loin. Le euro, en fait, il s'explique par le fait que dans le Conseil de développement, qui est cette instance réunissant des citoyens et des experts, et qui donne un certain nombre de préconisations à l'eurométropole de Strasbourg, eh bien, il y a des institutions européennes, il doit y avoir la ville de Kiel et je crois quelques citoyens kiellois qui sont représentés. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça reste portion congrue, c'est-à-dire que dans la participation citoyenne réelle, on parlait de l'eurodistrict, des communes par exemple qui sont juste de l'autre côté du Rhin, on reste sur quelque chose qui est encore relativement marginal par rapport au potentiel qu'on pourrait faire vivre. Sur la visibilité.
Sur la visibilité, là, la ville, elle a toute sa place puisqu'elle peut travailler sur l'espace public, elle peut travailler sur le volet éducatif avec l'ensemble des écoles. Nous, on a un certain nombre de propositions en faveur du bilinguisme et même du plurilinguisme, puisque c'est de valoriser le bilinguisme comme étant une chance, un atout et même une opportunité dans cette région rhénane. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais d'inclusion professionnelle, c'est pas pour rien, c'est parce que je sais et j'en sais quelque chose. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis restée, je me suis installée à Strasbourg et que j'y suis restée. Je sais que le fait de pouvoir parler de langue, voire même plus, est une chance infinie qui développe énormément d'opportunités dans cette région. Malheureusement, on a plus de 25% aujourd'hui des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre ville, ce qui est évidemment pas forcément l'image qu'on en a, mais qui est une réalité. Vous avez raison de dire, alors c'est l'une des villes les plus inégalitaires de France. Donc la liste que je conduis a un certain nombre de propositions dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Alors c'est vraiment des volets extrêmement larges, hein, donc je vais être assez rapide, mais ça va de réaffirmer la réponse aux besoins premiers des personnes, donc à commencer par le droit au logement. Donc ça va de la création de places d'hébergement, 500 places d'hébergement pour ne plus avoir de personnes à la rue ou dans des squats dans notre ville. Donc là, ce sera mis en œuvre en partenariat avec des associations de solidarité locale dans le cadre d'appels à projets par tranche de 100 places. Ça peut être débloqué assez rapidement dès le début du mandat. C'est le droit au logement pour tous et toutes, donc c'est aussi de continuer à pouvoir proposer du logement social, très social, et en tout cas du logement abordable dans notre ville. Donc c'est un travail sur la rénovation, la réhabilitation des logements vacants, hein, repartir d'abord de l'existant, mais aussi de poursuivre de la création de logements sociaux. C'est la lutte aussi contre Airbnb, on ne l'a pas trop évoqué, mais ça contribue en fait aux dérives et à la déstabilisation des prix du marché locatif, et donc ça fait augmenter les prix, et ça fait qu'aujourd'hui on a peu de petits logements adaptés aux besoins de la population. C'est l'accès aux services publics dans l'ensemble des quartiers de Strasbourg, avec la mise en place de tarifications solidaires, voire de gratuité. Donc, par exemple, sur les transports collectifs, nous proposons la gratuité pour les moins de 18 ans et la remise à plat de la tarification solidaire. Ce sont des maisons urbaines de santé dans chaque quartier de Strasbourg. C'est une expérimentation sur le territoire zéro chômeur de longue durée. Là, je fais le lien avec l'économie sociale et solidaire. Donc, ce sont des projets menés dans plusieurs territoires aujourd'hui en France. D'ailleurs, Schiltigheim est candidate pour participer à cette expérimentation nationale. Donc, c'est la possibilité de remettre à l'emploi des personnes qui en sont éloignées en partant de leurs aspirations. C'est le soutien évidemment à la création d'emplois locaux et notamment dans l'économie sociale et solidaire, et le fait de poursuivre la mise en place de clauses sociales dans nos marchés publics à la ville et à l'Eurométropole pour permettre à des personnes de travailler en insertion et du coup de retrouver le chemin de l'emploi. Donc voilà, c'est quelques-unes des mesures qu'on propose, il y en a encore beaucoup d'autres, mais ça, pour vous dire que c'est l'une des idées que nous prendrons à bras. Vous savez, l'ADN de notre projet, c'est la co-construction. C'est de faire avec l'ensemble des acteurs, de faire avec les habitantes et les habitants, de faire avec les associations qui s'engagent dans la ville, de profiter, comme je disais, d'avoir des experts européens présents dans notre ville chaque mois. Je pense et je souhaite qu'on puisse s'appuyer sur les forces vives de notre territoire pour construire ce projet. Moi, je ne pense pas que ce soit à décider unilatéralement. Je pense que c'est un projet collectif et en tout cas, je m'emploierai à ce qu'on puisse le construire.